this is Patrick. Welcome to a new episode of the Marathon Chronicles on EETF. I hope you guys are doing great. So we will try and break it down in clear sections. So I did 2 marathons in 7 days. I will talk about it a little bit. First one was Berlin on September 24th, and the second one was Cologne on October 1st. So let's start at the beginning. Before Berlin. So let's track back a few months. As you guys could probably imagine, there are many sections, aspects of training, properly training for a marathon. I have to admit, I did most of them, but not all of them. One thing that I skipped, and I was not planning on skipping, I really wanted to do it, but I just couldn't bring myself to it, is gym work. I hate gym work. So I eventually skipped it, I guess. And I knew that there would be consequences. Also, another thing I realized, I realized it right away, but I knew is not enough speed work. For example, you are ideally supposed to do some very fast mileage and also very deliberately slow mileage. And I didn't vary enough. I did a lot of mileage weekly, but it was too consistent, if that makes sense. I would have been better off, for example, to do 10 fast miles and 30 slow miles in a week. So for a total of 40. Instead of that, I did like 55 consistent, fast-ish miles. Not enough variation in my weekly mileage. So, that's on me. But another thing, I know why I did not do certain of those things, because then training would feel like work. And that's not what my intention is. I do this, I enjoy it. And the parts I don't enjoy, if I can skip them, I guess I will skip them. So that's not ideal. And again, I realized that fully. That said, another part of training that's really not fun is injuries. And my thing is, I've been lucky enough to completely avoid stuff like runner's knee or IT band or shin splints or, whatever, back pain. I don't have any of that, thankfully. But what I do have is blisters. And to be more specific, and this is going to be a bit gross and I apologize, blood blisters. So the thing is, if you get a blister under your toenail, you have a few options. You can heat up a needle white hot and then go through your toenail and then drain the fluid, squeeze around the toenail and the fluid will come out. And then, a regular Band-Aid and you're good to go. Or, and that's what I did eventually because I got sick of taking care of that, you can let it go. And then, blood will form under your toenail and eventually it will coagulate. And then if you do that often enough, it's going to lift up your toenail and it is going to be very gross looking for one. And, eventually the toenail will fall off, basically. And it got so bad on one of my toes that I had to, again, apologies, but I had to use a Dremel tool on one of my toenails. It got so thick. There was so, coagulated blood under the toenail. Then it got about, maybe a little bit more than 1/8 of an inch. So 3 or 4 millimeters thick. And regular nail file wouldn't do the job. So I had to go power tool on this and solve the problem. And I remember that my Drew mentioned burning hair, having a very specific smell. I can tell you that ground out nail and blood has a specific smell as well. So there you go. So yeah, the gross part is over. So let's go back to the regular thing. Before Berlin, right before the race, I know another small error I made is I did not give myself enough time to get ready for the race. Basically, the race was on Sunday morning and
I arrived at my Airbnb in Berlin on Thursday night at around 11 p.m. So that's barely 48 hours to recover from a 6-hour time difference, and had landed in Paris in the morning of Thursday. And then I took a room at the hotel near Charles de Gaulle and chilled for the entire day. But I still had to go take another plane from Paris to Berlin and then shuffle my way to the Airbnb, and that was brutal. And if I had to do it again, I would give myself a lot more time to prepare, because in the previous years, my marathon was near the end of my trip, and for the past 2 or 3 years, it's more at the beginning of the trip, and that probably affected my performance. But whatever, that's fine. I also got really bad sleep. Once I arrived, probably because of the time difference again, but that's another factor. As for the expectations, the beginning of the summer, I was thinking 3:30 maybe, but without gym work, I quickly realized that was out of the question. And considering how badly I was sleeping, I adjusted my expectations to 3:40, which is pretty much the same time as my very first marathon. I finished at 3:39:40, if I remember. So 3:40 was the goal. During the race itself, it was a gorgeous day. It was a bit on the warm side, but very sunny. On that aspect, it was really nice. But still, I felt off. During the race, I felt weird. It wasn't great. Again, during the race itself, in the past, I had much more interactions with the crowd, people holding up signs and, press here for power up or something. And every now and then, I would tap the sign and, give high five to people and, stuff like that. But this year, I did a lot less of that, maybe because I didn't want to lose focus, or maybe I'm not sure. Again, something felt off. Also, I did see one person with a Canadian flag. I yelled at them, "Hey, Canada!" And he turned and said something like, "Go, go, you got this. Don't give up." And I also saw a couple with a Quebec flag. And I think they were holding up a sign saying, "Lâche pas la patate," which is very Quebec French for hanging there, don't give up. And I wanted to holler at them. And I don't know, my voice got squeaky. I forgot how far along it was in the course. So I was like, and it died in my throat. So I don't even think they noticed that I was trying to get their attention. So yeah, that was a fail for me right there. If I can go back to a little bit before the race, I mentioned that something felt off. It is, how can I say? You feel, at least I do, feel really alone before starting. I felt almost a sense of dread, impending doom or something, failure coming up. I don't know. It felt like a walk to the gallows almost. Really strange place mentally. Probably had something to do with my not ideal preparation, because when you're super prepared, nothing can faze you. You got this. Just let's go ahead and do it, and that's it. That feeling was not there this year, I guess. So to go back to the race itself, I remember that in the previous marathon episode, there were a few people that needed medical attention. Among them, one person that probably screamed the loudest I've ever heard. There was none of that this year. Surprisingly, people seemed okay, physically at least. What else? As for the finishing, at least I reached my goal. My goal was 3:40 or less, and I got 3:39:16, I think. This year there were about 46 or 45,000 participants, and I'm going from memory. I might be off on this, but out of the 33,000 finishers, I think I am about 10,000-ish. So, first, third, I suppose, or, 67 percentile. That's okay. Considering circumstances, I'm happy with the result. And this is weird because it was not my best time, not by a long shot. My best ever was 3:22. And I remember I did everything right that year. And after finishing 3:22,
I had a friend waiting for me near the finish line, and she told me, "You look like you barely broke a sweat." And I remember saying, "Yeah, I could have gone for 50K easy." I had it that day. I had it good that day. So, yes, but this year, honestly, not the best time, as I said, but it might have been the hardest because of what I mentioned earlier, time difference, not enough time to adapt, adjust, shitty sleep, not perfect training. Yeah. And I kind of learned something at the finish line because I got this wave of emotion going over me because probably it was a lot harder than the previous times. And now I kind of understand why some people, break down in tears after they finish. I did not, but I definitely felt something. And I also took a selfie immediately after crossing the finish line. Usually I wait a few minutes, but I have really this smile that says a lot, I think. And yeah, so that goes to show sometimes the numbers don't tell the whole story. And that's what I learned, I guess. The next one was Cologne the following week, October 1st. So after Berlin, I did not run at all. I just did, some regular walking. And I also caught a cold, which is absolutely not a surprise because, after a marathon, your entire system is out of whack. I found a really nice hotel near the Cologne Cathedral because I knew that the race was going to start not too far away and end next to the cathedral. So I made sure that transport would not be an issue. This time, I didn't have any expectations, of course, considering I did one the week before, but still, for the people who know me, I am a competitive psycho when it comes to stuff like this. And I had one number come back in my mind all the time: 4 hours, 4 hours, 4 hours. So let's try and do this under 4 hours. So let's cross fingers and see how that goes. So the race itself, it was another gorgeous day, sunny, a little on the warm side, and also something that seems very important now. The fast runners for that race, they started at 9 a.m., which is, good. But the slower runners, and I included myself in that category, we started at 10:30 during a warm day, which is absolutely not ideal because you will have the sun pounding down on you for noon and early afternoon. Not ideal at all. Also, during the course, first, that course is an absolute mess. You have hairpin turns, you have parts with, cobblestones, you have different courses for half marathon, relay teams, and full marathons. You have people running in opposite directions on a street that was split down the middle. It was a bit of a mess. At some point, I think it was on kilometer 30, I saw a water station at the other side of the street. So I thought, okay, so we're going to do a hairpin and come back and I'll grab some water there. And I never got close to it. Like, we took another way. And at some point, I was legit worried that I got on the wrong part of the course, to the extent that I had to look at other people's numbers around me just to make sure that, okay, so they are not on the relay. They are on the full 42K like me. Okay, now that's not a half marathon person. That's a full. Okay, so yeah, I'm good. So at least if I'm lost, I won't be the only one. So that was kind of crap, to be quite honest. And also, I gotta say that, that's fine if you're on a relay team, that's completely fine. But for people doing the full distance, I gotta say, it is very demoralizing to see someone fresh as a rose, fresh as a daisy, almost still smelling like soap to run next to you while you're, dying at kilometer 36. And then you look at their number and it said, Staffel, so relay. And I was like, yeah, fuck, of course. Prancing around. God, that was, horrible. That was almost like a cruel and unusual punishment.
Also, another thing that was not great was a lack of toilets on the course. Berlin had plenty of those. That was never a problem. But this time, they were really hard to find. And I had to go at kilometer 36, maybe, only pee. Fortunately, I never had a problem with number twos. Fortunately, big time. So yeah, I had to go against a tree like a dog or a homeless person. That really, 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 really sucked. I was planning on holding it in, but it started to hurt at around kilometer 35 or 36, and I was like, I don't want to suffer even more once I'm finished running. So yeah, let's take care of that. Also, near the end, I had to walk for a few seconds, a few times in the last 2 kilometers, more or less. The first time that ever happened to me. And I looked at the charts from my sports watch, and my heart rate was 10 to 15 beats per minute faster, even though I was about 25 seconds per kilometer slower. So I was struggling big time. In Berlin, I had between 157 to 183 beats per minute at 505 minutes per K. And in Cologne, I was between 169 and 198 beats per minute at 530 minutes per kilometer. Not ideal. So yes, I was struggling big time near the end. But good news, I reached my goal again. I wanted below 4 hours. I saw at the halfway mark, I was at 159.50, and I felt good. I was confident. Just, it's a question of managing your energy and your pain level and your suffering, basically. So even with the walking and the peeing against the tree and all that stuff, I finished with 3:56:15, I think. Yeah, I was, I was just glad I was done with this one, to be quite honest. But I gotta say that the food at the finish line was nice. There was plenty of it and all kind of different things, because I think, correct me if I'm wrong, but I think the race was sponsored in part by Rewe, which is a supermarket chain here. And I think their headquarters is in Cologne, which could, explain a couple things. So that's it for Cologne. So the big question is why? Why did I do this? I'll be honest, it wasn't planned. I wasn't planning on doing that. I was not supposed to have a spot for Berlin. So they use a lottery to, pick who gets to go. And I wasn't picked. And I could have bought a spot, but the prices were stupid expensive. Like, I don't know, it was like 1,500 Canadian dollars for 4 days. Yeah, that's outrageous. I'm not going to do that. So one of my friends in Berlin back in maybe March or April told me that I might have something for you to get you a spot, but, no promises. I'll see what I can do. And I said, cool. And in June, maybe, she told me it's not looking too good for Berlin. So sorry, if you have plan B, just go ahead. So that's what I did. I looked at cities around. Budapest was an option. It was the following week. I think there was Warsaw in Poland that could have been really interesting. And I also saw that there was Cologne. And I looked at some reviews of the Cologne marathons, considering logistics and organization and all that. And they seem to be positive. And I guess I'll dig deeper next time, but that's another story. So yeah, I registered for Cologne, all done. And that became my focus October 1st. So the next week after Berlin in theory. So I didn't have to, adjust my training or anything. And out of the blue, my friend pulled it off. She got me a spot for Berlin after all. So then I was, stuck with a decision to make. And Berlin became the priority, as always. And I figured, okay, I'm going to give it a shot in Cologne. And if it's a complete mess, I just won't go, or I won't finish,
I gave myself that option. But no, yeah, I'm a stubborn fuck, so yeah, I'm not surprised that I had to finish both. I needed it, I guess, but yeah, there you go. So yeah, that's the story. And the funny, quote unquote, thing is I am not done yet. I have another marathon in Nice, southern France, on November the 5th. So we'll see how that goes. I don't have any expectations there either. I know that it's next to the water. The entire course is next to the water, which should be very nice. But if I remember the course itself, it's like a boardwalk. In Nice, it's La Promenade des Anglais, and it's quite narrow. So I'm guessing that will be an annoyance at some point. But I'm not worrying about that. 4 hours would be nice, and yeah, we'll see how it goes. So yeah, if you made it that far, thank you for your patience and thank you for listening. The French version will come in a few seconds. Thanks. Hey, bienvenue à la version française du 2e épisode des chroniques marathoniennes du EETF podcast. J'espère que tout le monde va bien. Donc, j'essaie de compartimentaliser ça. L'épisode porte sur 2 marathons en 7 jours auxquels j'ai participé. Berlin le 24 septembre et Cologne le 1er octobre. Donc, on essaye de mettre ça en section. Mes excuses pour les auditeurs français. L'accent québécois va ressortir à quelques endroits si ce n'est pas déjà le cas en ce moment. Bon, premièrement, OK, différentes sections. Avant Berlin, durant la course à Berlin et puis post-Berlin, si on veut. Avant Berlin, bon, on peut remonter une couple de mois. Un bon entraînement pour le marathon, ça a plusieurs facettes. On a l'entraînement rapide, l'entraînement des courses lentes. Il y en a qui font du hill work, par exemple, qui font monter des côtes, des escaliers, des trucs du genre. Il y a aussi, idéalement, un volet en gymnase. Et puis, c'est quelque chose que j'ai pas fait, que je voulais faire, mais que j'ai pas fait parce que je déteste aller au gym. Puis c'est de ma faute, puis j'étais prêt à assumer les conséquences. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis aussi, une autre chose dont je me suis aperçu, c'est que j'ai pas assez varié la vitesse de mes courses. J'ai fait trop de kilométrage, admettons, à intensité 7,5 sur 10, alors qu'en théorie, la longue course hebdomadaire, ça devrait être une cadence confortable, presque, qu'on peut avoir une conversation, c'est peut-être genre 5 ou 6 sur 10. Puis aussi, idéalement, il devrait avoir des volets plus rapides, 8 ou 9 sur 10. Puis j'en ai pas fait, pour être honnête. Puis bon, voilà, ça donne rien de se flageller pour ça. On va vivre avec. Ensuite, j'avais mentionné dans la partie anglaise, il a fallu que, vous connaissez les Dremel, les outils rotatifs pour meuler ou nettoyer ou polir certaines choses. Il a fallu que je m'en serve sur un de mes ongles parce que mon problème, j'ai été chanceux pour toujours éviter les blessures, problème au genou, problème de dos, les termes français m'échappent, là, mais il y a différents types de blessures spécifiques aux coureurs. J'ai été chanceux pour jamais en avoir. Mon problème à moi, c'est les ampoules. Puis, spécifiquement, les ampoules, les blood blisters, les ampoules de sang, si on veut, qui se forment en dessous des ongles. Le problème, c'est 2 façons de les régler. La première solution, c'est qu'on fait rien, on laisse aller. Et puis, à un moment donné, le sang coagule, puis durcit. Puis, si on laisse aller ça assez souvent, c'est que ça finit par soulever l'ongle. Puis là, tu te ramasses avec un ongle d'une bonne épaisseur. Et où l'ongle finit par pousser puis tomber. Donc, moi, je me suis ramassé avec un de mes ongles d'à peu près 3 ou 4 mm d'épaisseur, avec tellement de sang coagulé en dessous que c'était ridicule. Au moins, c'était pas douloureux. Au moins. Donc, à un moment donné, je me suis dit, avant de partir, il va falloir que je règle la question. Puis j'ai pris mon Dremel, puis jusqu'à temps qu'il ça revienne à la normale. Mike Drew, à l'épisode précédent de EETF, a mentionné que les cheveux qui brûlent avaient une odeur très caractéristique. Les ongles, un ongle qui est en train d'être limé ou à la machine, ça aussi, ça a une certaine odeur. Je vais simplement vous dire ça comme ça. Ensuite, OK, donc, avant la course, je me suis aperçu que j'ai vite réalisé que
je m'étais pas donné suffisamment de temps après mon arrivée pour récupérer puis me préparer correctement à la course. La course, c'était le dimanche matin, 9h. Puis moi, je suis arrivé à Berlin le jeudi, 23h. J'avais atterri à Paris le jeudi matin. J'avais poireauté dans un hôtel pour la majeure partie de la journée, mais il fallait quand même prendre un autre avion, Paris, Berlin, puis le temps de me rendre au Airbnb, il était rendu 11h. Donc, ça fait à peine plus que 48 heures pour récupérer, ce qui est ridicule, considérant que il y a un décalage horaire de 6 heures et puis blablabla. C'était pas idéal. Vraiment, vraiment pas idéal. Par-dessus le marché, le sommeil était vraiment pas au rendez-vous avant la course. Probablement un mélange de nervosité causé par le manque de préparation ou la mauvaise préparation, quelque chose. Mentalement aussi, c'était un autre truc. Parce que justement, quand tu es bien préparé, t'as pas l'impression que quoi que ce soit peut t'affecter. Tu es complètement en plein contrôle de tes moyens. C'était vraiment pas le cas cette année. Étrangement, ça, à chaque année, ça arrive, mais cette année, c'était beaucoup plus fort. J'étais frappé par un sentiment de solitude en me rendant à la ligne de départ, si on veut. Et puis, comme une espèce d'impression qu'une catastrophe allait se produire. C'était quasiment comme une marche vers l'échafaud. C'était très étrange. C'est pas recommandé comme feeling pré-course. Pour ce qui est de pendant la course, habituellement, j'avais quand même plusieurs interactions avec les spectateurs. Il y en a qui tenaient des pancartes, appuyez ici pour un boost d'énergie, et puis tout ça. De temps en temps, c'est sûr, je donnais des high-fives aux spectateurs ou quelque chose. Cette année, j'en ai presque pas fait de ça. Probablement parce que je voulais pas risquer de perdre mon focus. Probablement parce que je m'accrochais par la peau des dents à ce qui me permettait de rester concentré. Je sais pas. J'ai vu une personne avec un drapeau canadien, mais je lui ai dit « Hey, Canada! » Puis là, il m'a dit quelque chose comme « Go, go, hanging there, lâche pas, blablabla. » Et puis, j'ai aussi vu un couple avec un drapeau du Québec et puis avec une pancarte. Dessus, il était marqué « Lâche pas la patate », ce que j'ai beaucoup apprécié. Puis, j'ai essayé de leur dire « Hey, Québec! » Mais finalement, la voix m'a manqué. Puis, puis c'est mort dans ma gorge. Et puis, je pense qu'ils n'ont même pas remarqué que j'essayais de tirer leur attention, finalement. Meilleure chance la prochaine fois, peut-être. Cette année, j'ai pas vu de personnes en détresse médicale, contrairement à l'année passée, dont la personne qui a probablement poussé le cri le plus strident que j'ai jamais entendu. Elle n'était pas là cette année. Ensuite, quoi d'autre? Il faisait super beau, puis c'était confortable, la température était confortable. Les coureurs diraient que c'était peut-être un peu trop chaud, surtout en milieu d'après-midi, mais quand même, c'est toujours agréable. C'est toujours un peu plus agréable, personnellement, quand il fait soleil, pour moi. Quand même, reste que quand on se sent un peu croche, vous comprenez ce que je veux dire? Quand on se sent un petit peu croche, puis qu'on a de la misère à mettre le doigt dessus, c'était comme ça, cette journée-là pour moi. Puis finalement, blablabla, on a passé au travers, et puis mon objectif était 3h40, parce que 3h30, c'était ça, c'était au début de l'été, mais dans ma tête, j'allais aller au gym, et puis j'allais tout faire parfaitement. Là, le réalisme est revenu au galop. Et puis, j'ai fini avec 3:39:16, ce qui était quand même bien, considérant les circonstances. Des 33 000, à peu près 33 000 personnes qui ont fini, je suis arrivé 10 200, je crois. Donc, c'est à peu près, au centile, c'est 67% à peu près, 67 ou 68. Encore là, dans les circonstances, je suis content. Mais ça n'a pas été mon meilleur temps, mais je pense honnêtement que ça a été mon marathon le plus difficile à vivre. Il a fallu que je creuse pas mal plus creux que les fois précédentes, parce que je me souviens, mon meilleur temps à vie, c'est 3h22, puis j'avais tout fait parfaitement, correctement cette année-là. Et puis, il y avait une connaissance qui m'attendait après la ligne d'arrivée, puis elle m'a dit quelque chose comme genre « T'as même pas l'air d'avoir couru, t'es encore frais comme une rose, puis je me souviens d'y avoir répondu « Je vais faire 50 km aujourd'hui, aucun problème. » Et clairement, ça n'a pas été le cas cette année, mais c'est pas grave. C'est pas ça l'important, finalement. C'est une chose que j'ai appris, en fin de compte, cette année. Parfois, on en voit du monde qui fond dans l'arme ou qui s'effondre après avoir traversé la ligne d'arrivée. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu exagéré. Honnêtement, j'ai toujours pensé qu'ils faisaient ça pour avoir l'attention. Mais cette année,
justement, après avoir traversé la ligne d'arrivée, il y a comme eu une espèce de vague d'émotion, si on veut. J'ai pas fondu en larmes, mais c'était probablement la satisfaction d'avoir creusé plus que d'habitude, probablement. Et j'ai pris une selfie d'ailleurs immédiatement après avoir traversé la ligne d'arrivée. D'habitude, j'attends toujours quelques minutes. La selfie habituelle devant le Reichstag que certains d'entre vous avaient probablement déjà vu. C'est ça. Mais j'en ai pris une autre tout de suite après la ligne d'arrivée, puis on voit, je l'ai revu par la suite par le sourire, que c'est un sourire sincère, disons. C'est pour dire que, parfois, les chiffres racontent pas toute l'histoire. Ce serait la leçon. La leçon pour vous, les enfants, aujourd'hui. Donc, ça a été ça pour Berlin. Donc, fast forward d'une semaine pour Cologne. J'ai pas couru de la semaine du tout avant Cologne. J'ai seulement marché un peu, me suis promené, rien d'extraordinaire. Puis aussi, j'ai attrapé un rhume, ce qui vient sans aucune surprise parce que c'est quand même un coup pour le corps de courir un marathon. À Cologne, j'avais trouvé un appart-hôtel, si on veut, tout près de la cathédrale. La cathédrale de Cologne, c'est le point d'attraction de la ville. La course commence près de la cathédrale, puis elle se termine à côté. Fait que, point de vue logistique, c'était une bonne idée d'avoir un hébergement près de là. J'avais pas d'attente quant au temps, mais pour ceux qui me connaissent, cette partie de mon cerveau-là n'a pas de switch off. Donc, je me disais, 4 heures. Comment? T'es capable de faire ça en 4 heures. 4 heures. Ah ouais, comment? 4 heures. Fast forward jusqu'à pendant la course. Je dois dire que, les organisateurs, tout le monde était bien gentil, puis tout le monde était très, très fin et très professionnel, mais ce parcours-là, c'est de la merde. T'as des sections en pavé européen, ça c'est correct, c'est pas le pire, mais t'as un paquet de virages en épingle, comme un virage de 180 degrés. Tu fais comme revenir sur tes pas à plusieurs reprises, tu passes par la même place 2-3 fois. C'est le bordel presque, parce qu'une couple de fois, tu voyais un signe qui disait, demi-marathon, parce que demi-marathon faisait la course en même temps que le full marathon. Demi-marathon à gauche, full marathon à droite. Puis par-dessus le marché, tu avais aussi des équipes à relais. Fait que tu en avais qui faisaient le marathon en relais, mettons 4 x 10,5 km à peu près. Donc, tu te ramassais avec quelqu'un à côté de toi qui faisait le demi-marathon, puis une autre personne à côté de toi qui faisait le marathon en relais. Puis c'était assez... puis aussi, avant que j'oublie, à un moment donné, c'était peut-être au 30e kilomètre environ, c'était sur une rue qui était comme séparée en deux, puis où est-ce que tu croisais du monde qui arrivait qui venait dans la direction opposée, à cause du virage à épingle qui allait s'en venir, je suppose. Fait que là, de l'autre côté de la rue, je vois qu'il y avait comme un poste de rafraîchissement, où est-ce qu'ils donnaient des verres d'eau et toute la kit. Puis là, je me disais, OK, mais que je passe là, je prendrai de l'eau. Je suis jamais passé là, finalement. Je l'ai jamais revu, ce poste de ravitaillement-là. Même qu'à un moment donné, je me demandais, est-ce que j'ai pris un mauvais virage? Parce que là, à un tel point qu'il fallait que je regarde les dossards des gens autour de moi que, OK. Il y en a un qui était, full marathon, il y a comme une bande bleue au-dessus de ton numéro. Puis, le relais puis le demi, c'est une autre couleur, là, mais c'est ça. Moi, OK, bande bleue, full marathon, OK. Lui aussi, full marathon. OK. Au moins, ça veut dire, si je me suis perdu, au moins, je ne serais pas tout seul. Mince consolation, mais quand même. Fait que c'est ça. Puis c'était aussi assez... pour être honnête, c'était un peu démoralisant puis presque chiant de voir quelqu'un qui faisait le marathon en relais, frais comme une rose, il sentait encore le savon presque, gambadait à côté de toi pendant que toi, t'étais à 2 pas de tomber à mort presque. Je disais, come on, c'était pas juste, si on veut, une grande injustice dans ce monde. Puis, c'est ça. Ça, je trouvais ça un petit peu emmerdant. Une autre chose aussi, un autre détail qui est pas idéal côté logistique, c'était que les coureurs rapides, les coureurs d'élite, entre guillemets, commençaient à 9 h le matin. Puis les coureurs plus lents, entre guillemets. Moi, j'avais mis comme prévision de temps 4 heures, donc j'étais dans les lents. Nous autres, on partait à 10h30. Puis 10h30, pour une chaude journée de septembre, ça veut dire que tu vas encore courir quand il va faire le plus chaud dans la journée, finalement, 14-15 heures. 2-3 heures l'après-midi, le soleil va encore te taper dessus. J'ai pas trouvé ça terrible, pour être honnête. Il aurait dû commencer les rapides à 8h ou 8h30 peut-être, puis les autres à 9h30.
ça m'aurait semblé plus raisonnable, mais bon, écoute, on fait avec. On n'a pas eu le choix. Il y avait une autre chose aussi qui aurait pu être alarmant, c'était juste agaçant, mais ça aurait pu être un problème pour certaines personnes. Un sévère manque de toilettes sur le parcours. À Berlin, ça, c'est pas ça. C'est pas ça qui manquait. C'était jamais un problème. Il y en avait à chaque quelques kilomètres. C'était pas un problème du tout. Puis même que, à un moment donné, il a fallu que j'aille pisser contre un arbre, comme un chien ou comme un sans-abri, si on veut. C'était pas idéal. C'était à peu près au 35 ou 36e kilomètre. Autour du 30e kilomètre, je me disais, OK, il faudrait peut-être que j'y aille à un moment donné, puis parce que je voulais pas avoir à composer avec ça une fois traversé la ligne d'arrivée. Je voulais avoir l'esprit en paix, au moins. Puis là, ça a commencé à faire mal au 35e kilomètre. Fait que tu dis, bon, OK, non. Puis là, comme de fait, il n'y avait aucune toilette visible à l'horizon. Fait que j'ai déligné du parcours, puis envoyé contre un arbre, j'ai arrosé l'arbre. En tout cas, bref. Aussi, pour les 2 derniers kilomètres, il a fallu que je marche pendant quelques fois, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Puis aussi, en regardant les graphiques de ma montre, dans l'application de ma montre, je peux avoir ma cadence et puis fréquence cardiaque et tout ça. Et puis, j'avais à peu près 12 ou 15 battements par minute de plus à Cologne, même si j'étais à peu près 25 secondes plus lent par kilomètre. Donc, ça se voyait là, que j'étais en difficulté. Berlin, c'était de 157 à 183 battements par minute pour 5,05 minutes au kilomètre. Cologne, c'était 169 à 198 battements par minute pour 5 minutes 30 secondes au kilomètre. Donc, ça vous donne une idée. Pour ce qui est du résultat final, je me souviens à la marque de mi-chemin du marathon, ma montre me disait 1h59,50. Donc, c'était exactement pile sur l'objectif que j'avais en tête. C'est bon, j'avais seulement à maintenir le cap, puis ça va. Puis habituellement, mes marathons, j'ai commencé un peu plus lent que d'habitude, donc c'était prometteur. Puis finalement, malgré ma marche, mes quelques petites marches dans les 2 derniers kilomètres, j'ai fini avec 3h56 et 15 à peu près. Donc, ils appellent ça un negative split. Ça veut dire que ta deuxième moitié de marathon est plus rapide que ta première. Puis ce qui est idéal, en fait. Ce qui est recommandable. Quand même, c'était quasiment une mini-hécatombe. Après la ligne d'arrivée, il y avait plusieurs personnes qui étaient à terre, qui avaient l'air à souffrir. Tout considéré, je m'en sortais pas trop mal. Je tenais debout, puis je pouvais marcher, puis j'étais correct. Mais j'avais ma voix de petit vieux, par exemple. Ça m'est arrivé une couple de fois cet été, après être un peu déshydraté, puis avoir vidé ma tank complètement, là, que j'ai comme une voix une petite voix faiblarde. C'était le cas. Il faut dire que la nourriture après la ligne d'arrivée était vraiment bonne, puis était diversifiée, puis elle était abondante. Parce que, je pense, ça je vois de mémoire, Rive, c'est une chaîne de supermarchés ici. Puis, c'est un commanditaire du marathon. Et puis, si je me souviens, leur siège social était à Cologne. Donc, ça pouvait expliquer, ceci explique cela. Alors, voilà, c'était un point positif au moins. Puis, donc, c'est ça. C'est ça pour Cologne. Ça répond pas, toutefois, à la grande question qui est pourquoi? Pourquoi 2 marathons en 7 jours? C'est quoi mon problème? C'est quoi ma défectuosité? Est-ce que je suis malade? Est-ce que je suis fou? Ça aussi, c'est une autre question, mais en réalité, c'était pas planifié. Mon objectif premier était Berlin, puis il procède à une loterie pour donner les spots de départ aux participants, et puis moi, j'avais pas réussi à obtenir de spot. J'aurais pu en acheter un via comme une agence de voyage, si on veut, mais les prix étaient ridicules. C'était 1500 Canadiens, je crois, pour une affaire de 4 jours. Pour moi, c'était hors de question, personnellement. Donc, j'étais résigné à sauter cette année. Et puis, je me suis donc concentré sur des villes environnantes autour de la même date. Il y avait Budapest, qui aurait été intéressante. Il y avait Varsovie. Puis, j'ai vu aussi, Cologne, qui avait des bonnes critiques, parce que j'ai regardé. Je vais mieux regarder la prochaine fois. C'est ça. Puis, les critiques étaient bonnes, donc j'ai dit OK. Puis, c'était seulement la semaine suivante, donc j'avais pas besoin de modifier l'entraînement. Puis, finalement, il y avait une de mes amies qui m'avait dit
au début de l'été, je serais peut-être capable de trouver un spot pour Berlin, mais je promets rien. Donc, si tu as un plan B, vas-y, puis je vais voir ce que je peux faire. Puis finalement, contre toute attente, en juillet, je pense, ou en août, elle a réussi à me trouver un spot. Donc, je me suis ramassé avec 2 marathons en une semaine. C'est ça qui explique la chose. Puis, je me suis dit, la priorité redevient Berlin. Puis, pour ce qui est de Cologne, on va voir comment ça se passe. Si je suis en morceaux physiquement, ben, j'aurais juste à pas y aller ou à pas faire la course ou à arrêter à mi-chemin, au pire. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aurais préféré me tirer dans le fleuve plutôt que d'abandonner à mi-chemin. Donc, voilà. Finalement, mon option est devenue aucune option. On fait les deux, puis ouais, on fait les deux. That's it. Alors voilà. J'espère que ça vous a... que cette rétrospective, si on veut, des événements vous a plu. Et puis, ben, on se reparle bientôt. Bye!